ce que les animaux nous murmurent à l'oreille. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui murmurent à l'oreille des animaux, ce ne sont pas les femmes d'ailleurs non plus. Ce sont les animaux qui nous disent des choses. Il suffit d'être attentif à la façon dont ils nous parlent et à la façon dont ils se comportent. Est-ce que vous savez par exemple que lorsqu'une truie gratte le sol avant sa mise bas, c'est parce qu'elle cherche à faire un nid pour son petit. Et que d'ailleurs, si elle peut trouver des branchages ou des feuilles, elle va les mettre à l'intérieur pour garnir ce nid. Est-ce que vous savez également que les femelles merles sont attirées par les mâles en fonction de la couleur de leur bec et qu'elles ont tout à fait raison de le faire parce qu'en fait, chez le merle, plus il a un bec d'un bel orangé et meilleur sera son statut immunitaire. Et d'ailleurs, ce lien qui a été trouvé entre l'attirance des femelles pour la couleur du bec et le statut immunitaire du mâle a été trouvé par l'équipe d'écologie comportementale à l'Université de Bourgogne, juste à côté d'ici. Comment est-ce que je sais ces différentes choses? Parce que je suis éthologue. Est-ce que quelqu'un dans cette salle sait ce qu'est l'éthologie? De ce côté-là de la salle, il y en a un petit peu plus. Vous n'êtes pas très nombreux. Ça me rappelle mon conseiller Pôle emploi. La première fois que je suis allée le voir, et il m'a demandé quel était le titre du dernier diplôme que j'avais obtenu. Éthologie. Ce à quoi il m'a répondu d'une façon très sûre de lui. Ah non, ethnologie. Ce à quoi je lui ai répondu que j'étais vraiment désolée, mais que je n'avais pas fait 5 années d'études pour me tromper au final sur le nom de mon diplôme. Alors il était assez gêné, et il m'a expliqué que oui, mais bon, il n'y avait pas de case pour éthologie dans son logiciel. Bon, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Nous sommes 12 à sortir chaque année d'éthologie appliquée. Je peux comprendre que Pôle emploi n'ait pas créé de case pour nous. Mais quand même, ça m'a toujours un petit peu embêté cette histoire de case, de vouloir être dans une case ou dans une autre. Et d'ailleurs, si on veut définir simplement l'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement animal, humain y compris. Et je ne devrais même pas préciser humain y compris. L'humain est un animal biologiquement comme les autres. Il n'y a pas à avoir de case pour les humains d'un côté et une case pour les animaux de l'autre. Mais en l'occurrence, les humains ont toujours apprécié être dans une case distincte. Et on les voit notamment avec les primatologues, qui ont toujours voulu définir le groupe qui les concerne, donc les primates, là où sont les êtres humains, en contraire des autres animaux. Ils ont par exemple dit, au départ, que seuls les primates étaient capables de se servir d'outils. Aujourd'hui, on sait que de nombreux autres animaux sont capables de se servir d'outils, et notamment des corneilles qui sont capables de prendre un bâton pour aller chercher une friandise au fond d'une bouteille. Les primatologues ont ensuite dit que c'était peut-être la capacité de faire de l'élevage qui définissait le groupe des primates. En l'occurrence, on sait aujourd'hui que les fourmis sont capables d'élever les pucerons pour leur miella, et qu'elles sont même capables de laisser un tas de végétaux volontairement en décomposition pour ensuite en récolter les champignons qui y ont poussé. Certains primatologues ont même dit que seuls les primates étaient capables de ressentir les émotions. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'un grand nombre de vertébrés sont capables de ressentir des émotions simples, comme la joie, la peur ou la tristesse. Et ça concerne bien évidemment les chimpanzés et les dauphins, mais aussi les lézards et les pigeons. Alors, certes, il y a tout de même des différences indéniables entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Par exemple, seuls les êtres humains sont capables de résoudre une équation à des inconnus. Et encore, pas tous. D'ailleurs, de même, seuls les êtres humains sont capables de ressentir des émotions très complexes, comme la nostalgie ou le regret. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir quels sont ces comportements ou ces caractéristiques qui sont propres aux êtres humains et ceux qui sont partagés par les autres animaux. Et je voudrais vous l'illustrer au travers de cette affiche. Cette affiche, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette vache? Elle nous dit que son rêve, pour la fête des mères, voir grandir son bébé. Mais cela n'arrivera pas. Essayons d'analyser d'un point de vue éthologique cette affiche. Alors, son rêve. Est-ce que les vaches rêvent? Oui, tout à fait. La plupart des mammifères partagent avec nous les mêmes phases de sommeil, et notamment la phase de sommeil paradoxal. Et je suis sûre d'ailleurs que ceux d'entre vous dans cette salle qui ont des chats ou des chiens ont déjà vu leurs animaux de compagnie en train d'aboyer ou en train de feuler. J'en vois qui acquiescent.
Que nous dit d'autre cette affiche? Que la vache souffre lors de la séparation de son veau? Oui, c'est vrai. Surtout dans le cas d'une séparation abrupte et précoce, comme au premier jour de vie, comme c'est le cas dans la plupart des élevages laitiers. La vache et le veau souffrent pendant les 24 à 48 premières heures, voire jusqu'à une semaine. Est-ce que cette vache est capable, alors qu'elle est séparée de son veau, de se souvenir du moment où elle était avec son veau, de comparer ces deux situations et de se dire qu'elle n'est pas bien maintenant, comme le sous-entend cette affiche? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les vaches n'ont pas cette conscience, cette capacité de pouvoir se projeter en tant qu'individu dans un présent alternatif ou dans un futur. Moi, je peux me dire, en ce moment, que je pourrais être dehors et que j'aurais froid, mais que je suis au chaud et que je suis bien. Et cette vache n'est pas capable de le faire. En fait, ce que fait cette affiche, c'est de l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, c'est une pratique qui est très prisée par les antispécistes. Alors, anthropomorphisme, d'abord, un premier mot, nouveau peut-être, qui est le fait d'attribuer une caractéristique humaine à un animal qui ne la détient pas. Et donc, comme je vous le disais, cet anthropomorphisme est souvent utilisé par les antispécistes. Les antispécistes sont des personnes qui estiment qu'aucune espèce n'est supérieure à une autre. En l'occurrence, que les êtres humains ne sont pas supérieurs aux autres espèces animales et qu'il faut donc abolir toute forme d'exploitation animale. Les antispécistes sont par définition contre toute forme de domestication, et sur ce point notamment, personnellement, je ne les rejoins absolument pas, parce que je pense que la domestication est l'une des plus belles accomplissements de l'espèce humaine. En fait, ceux qui utilisent l'anthropomorphisme et ceux qui sont antispécistes posent la question de savoir si nous pouvons ou si nous devons tuer des animaux pour nous nourrir. Mais en l'occurrence, quand on y réfléchit un petit peu, c'est une question d'être humain sur nos droits d'être humain. Donc c'est une question avec nos yeux d'être humain. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir l'animal, lui, de quoi est-ce qu'il a besoin? Ça, ce sont les éthologues qui le font. Les éthologues essayent de regarder avec le regard de l'animal pour savoir quand est-ce qu'un animal est bien, qu'est-ce qui fait qu'un animal se sent bien. On arrive ici à la notion de bien-être animal. Et cette notion, elle a été définie scientifiquement, notamment par des éthologues. Et on sait qu'un animal est bien globalement lorsqu'il est bien nourri, lorsqu'il ne souffre pas de maladies ou de blessures, lorsqu'il peut exprimer des comportements normaux et lorsqu'il ressent des émotions positives. Et ce bien-être animal, comme il est défini avec les yeux des animaux, on peut tous l'appliquer au quotidien de différentes façons. Et je voudrais vous l'illustrer avec deux exemples très pratiques. Le premier concerne tous les animaux domestiqués qui sont autour de nous. Ce sont tous des animaux grégaires, donc qui vivent en groupe, qui ont besoin de vivre en groupe. À l'exception du chat. Le chat est un félin, et comme la plupart des félins sont des animaux solitaires, le chat, en fait, supporte de vivre en groupe, mais n'a pas besoin de vivre en groupe. Mais mettons le chat de côté pour l'instant. Toutes les autres espèces domestiquées sont tous des espèces grégaires. Vous voulez une poule dans votre jardin? Excellente idée. Mais prenez 2 poules pour qu'elles soient bien. Vous voulez une chèvre naine pour entretenir votre terrain? C'est une très bonne chose. Mais prenez 2 chèvres pour qu'elles se sentent bien. Vous avez l'intention d'acquérir un cheval et de le placer dans un pré? Encore une fois, c'est une très bonne idée. Mais placez-le dans une prairie où il sera avec d'autres chevaux, pour ne pas souffrir d'isolement et pour ne pas ressentir les nombreuses frustrations comportementales qui sont liées à l'isolement d'un animal grégaire. Pour le deuxième exemple, je voudrais vous parler de la consommation et des produits de consommation. J'espère, j'imagine, que si je vous demande à tous comment vous consommez, comment vous achetez vos œufs, vous me répondez tous à l'unisson en plein air. Et je vous dirais que vous avez tout à fait raison de le faire. Parce que l'élevage de poules en cage n'est absolument pas compatible avec ces comportements. D'ailleurs, personnellement, je suis vraiment persuadée que celui qui a inventé, qui a imaginé l'élevage de poules en batterie n'avait jamais vu une poule de sa vie. C'est pas possible autrement. Mais revenons à ces poules. Pour comprendre de quoi elles ont besoin, il peut être intéressant de regarder quels sont leurs ancêtres sauvages. Et il se trouve que l'ancêtre sauvage, qui est commun à tous les poules et tous les poulets que nous domestiquons, c'est le coq banquiva. C'est un joli petit coq doré qui vit encore dans les jungles d'Asie. Et si je vous dis qu'il vit dans les jungles, c'est parce qu'en fait c'est assez important.
il vit en permanence dans un couvert arboré. Pourquoi c'est important? Parce que ce petit coq est très joli, mais qui n'est pas très agile. Et que du coup, pour pouvoir se protéger des prédateurs, il se perche. Et c'est pour ça que, par exemple, la nuit, systématiquement, il va se percher dans les arbres. Et d'ailleurs, plus il se perche haut, et plus sa place dans la hiérarchie est élevée. Si on revient à notre poule pondeuse aujourd'hui que nous élevons, l'élever en cage, bon, je pense que vous avez bien compris, ça c'est pas possible pour le comportement naturel de l'animal. L'élever en plein air, oui, c'est mieux. L'élever en plein air arboré, comme c'est le cas dans certains labels rouges par exemple, oui, là c'est bien mieux. Et là, on a un système d'élevage qui correspond au comportement naturel de l'animal et qui va lui permettre de pouvoir profiter au maximum de l'espace qui lui est donné à l'extérieur, parce que cette poule ne va pas craindre de sortir à l'extérieur. Pour conclure, j'espère vous avoir permis de prendre un petit peu de recul par rapport à cette notion de bien-être animal qui est assez présente en ce moment dans les médias. J'espère vous avoir permis de prendre du recul sur le piège de l'anthropomorphisme, parce que c'est un piège dans lequel nous tombons naturellement. Et c'est tout à fait normal, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons toujours vu avec nos yeux d'êtres humains. Mais des scientifiques, des éthologues notamment, regardent et ont la capacité de voir avec les yeux des animaux. Donc, écoutons les éthologues quand ils nous disent qu'une poule n'est pas faite pour vivre en cage, mais qu'elle doit vivre dans un espace plein air et arboré de préférence. Écoutons les éthologues quand ils nous disent qu'un poulet, ce n'est pas fait pour vivre entassé dans un bâtiment, mais qu'il est bien mieux dans un espace plein air et arboré, comme la poule pondeuse. Écoutons encore les éthologues quand ils nous disent que les cochons ne sont pas faits pour vivre enfermés dans des bâtiments et sur des sols nus, mais qu'ils sont bien mieux lorsqu'ils sont dans un élevage, sur paille par exemple, pour pouvoir retourner du substrat avec leurs groins. Et en repensant à tous ces élevages qui existent, notamment les élevages en cage, les élevages en bâtiment, je voudrais vous citer une phrase de Coluche qui me semble particulièrement pertinente aujourd'hui et qui dit « Et dire qu'il suffirait que les gens n'en achètent plus pour que ça ne se vende pas ».